Pour réduire la vulnérabilité face aux impacts y afférents, la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique a reconnu que la planification de l'adaptation, tant au niveau global, national que local, pourrait être une solution. C'est pourquoi il importe de mettre en place une stratégie d'adaptation durable, s'appuyant sur des solutions robustes pour réduire la vulnérabilité des populations et assurer la protection de leurs biens. Au-delà de la réalisation d'ouvrages, ces actions doivent intégrer des solutions basées sur la nature, des initiatives de prévention comprenant une meilleure intégration du changement climatique dans les plans, stratégies et politiques nationaux de développement. C'est dans ce sens que le Sénégal a été financé grâce à l'accompagnement du Fonds pour l'environnement mondial et du PNUD, et c'est l'occasion de réitérer nos remerciements à nos différents partenaires. Lancé officiellement le 22 septembre 2020, le projet avait adopté une démarche inclusive avec la mise en place d'un comité technique regroupant l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la prévention et la gestion des inondations et dont le rôle était d'assurer le suivi et l'évaluation des activités qui ont abouti à l'élaboration d'un plan national d'adaptation sur les inondations. Ce plan a permis, entre autres, de mener des études de vulnérabilité dans les zones cibles, d'analyser le niveau de prise en charge du changement climatique dans la lettre de politique sectorielle, de mener des activités de recherche sur les modèles et scénarios climatiques, de contribuer au renforcement des capacités des acteurs, d'identifier et de prioriser les options d'adaptation au changement au niveau national et local. Programmes d'action nationaux aux fins de l'adaptation. C'est dans cette perspective que le Sénégal a démarré le processus d'élaboration de son PNA depuis 2015 en adoptant une démarche sectorielle, inclusive et participative avec 10 secteurs identifiés comme prioritaires, en l'occurrence le secteur des inondations qui nous rassemble tous ici. Mesdames, Messieurs, les inondations ne sont plus des événements exceptionnels. Elles sont devenues une réalité récurrente directement liée aux perturbations climatiques. Elles mettent en évidence l'urgence de renforcer notre capacité d'adaptation et de passer d'une logique de réponse ponctuelle à une approche proactive fondée sur l'anticipation et la résilience. Dans ce sens, une démarche d'adaptation et de résilience sur le long terme donnant lieu à des analyses sectorielles, mais aussi à des analyses plus générales à différentes échelles d'espace est plus que nécessaire. Dans un contexte d'incertitude pesant sur le climat et de fragilité systématique, ce processus conduit à des choix éclairés, c'est-à-dire à des actions ne se limitant pas à des mesures déterministes, mais visant plutôt le développement d'une aptitude à s'adapter à divers futurs possibles. C'est pourquoi ce PNA inondation est le fruit d'une approche basée sur la preuve, ancrée dans des directives du processus PNA visant à réduire l'incertitude dans la prise de décision publique. Changement climatique. Et ce processus, comme je le disais, d'identification des projets urgents et immédiats pouvant aider les communautés à faire face au changement climatique. Pour le processus au niveau du Sénégal, 3 secteurs ont été identifiés dans le cadre du PANA comme étant des secteurs très vulnérables mais prioritaires en matière d'adaptation au changement climatique. Il s'agissait du secteur de l'agriculture, du secteur des ressources en eau et zones côtières également. Et dans le cadre de ce processus, nous avons eu à identifier les problèmes de vulnérabilité existants par rapport à ces différents secteurs, mais couvrant l'ensemble des zones écogéographiques du pays. Et 18 options d'adaptation avaient été retenues par croisement et pondération. Et à la suite de ces croisements et pondérations, il y a eu 12 options qui ont été retenues avec des outils d'analyse de vulnérabilité comme
plaidoyer pour la mise en œuvre des activités qui sont issues du PNA. Donc on a eu la chance d'avoir maturé un programme qui porte le nom de programme de résilience contre les impacts des inondations au Sénégal, donc qui est déjà validé. Donc nous allons terminer par la présentation aussi de ce programme qui a été validé. Sur le contexte des inondations, ce qu'on peut retenir de manière globale, c'est aujourd'hui ce cumul des précipitations que nous notons annuellement. Au lieu d'avoir une saison hivernale qui dure plus de 4 mois, de mai à octobre, actuellement nous sommes sur une période qui est très réduite. Donc sur à peu près sur 2 mois, voire 2 mois et demi, entre mi-juillet, début août, jusqu'en fin septembre. Et cette concentration des précipitations est marquée. Merci beaucoup, merci DC. Je voudrais d'abord m'associer aux félicitations pour les deux présentateurs. En fait, moi j'ai une petite question, c'est juste pour les besoins de suivi du plan national d'adaptation, puisque c'est un plan, disons, global. Et j'ai vu que j'ai senti qu'on a beaucoup parlé du PRISM, qui est un programme, peut-être, je pense que c'est un programme qui va en servir de plan de programme de mise en œuvre ou bien d'opérationnalisation de ce plan national d'adaptation. Et j'imagine que ça ne va pas se limiter à ce programme. Il y a, M. Konaté l'a dit, il y a effectivement d'autres programmes qui seront associés à ce programme. Je présente le système des Nations Unies et le COMNAC d'avoir bien voulu prendre de votre temps pour être avec nous pour la validation politique du PNA Inondation qui nous permettra d'avoir le deuxième PNA à mettre à la disposition du système des Nations Unies comme document officiel du Sénégal dans le cadre de la planification de l'adaptation. Je pense que c'est important, le travail technique a été fait et je ne vais pas revenir sur tout l'exercice qui a été mené. Je rassure, professeur, la projection climatique a été faite, peut-être qu'il a oublié. Mais juste dire une chose qui est importante, peut-être je vais un peu le toucher dans ce qu'il a dit. C'est vrai que dans le climat du futur, il y a beaucoup de modélisation qui nous permettent un peu d'appréhender les risques auxquels nous serons confrontés. Et c'est vrai que les inondations sont un risque majeur, hein, donc surtout avec la question du changement climatique. La question qui a attiré mon attention, mobiliser l'ensemble des acteurs pour la lutte contre les inondations. Et quand je vois ce que vous faites, je vous sens seul dans vos stratégies. Alors qu'aujourd'hui, à mon avis, on ne peut pas lutter de manière efficace contre les inondations sans associer le ministère de l'Urbanisme. Tant qu'il y aura des autorisations dans des zones non aedificandi, vous allez utiliser énormément de ressources pour lutter contre les inondations et sans efficacité. Et donc, vous devez collaborer de manière très étroite parce qu'il y a une de vos actions, éviter ou préserver les voies naturelles d'eau. Cela ne saurait être fait sans la collaboration du ministère de l'Urbanisme. Je pense que vous devez travailler en parfaite intelligence pour pouvoir lutter contre les inondations. Parce qu'une des meilleures stratégies de lutte contre les inondations, c'est d'éviter les zones à risque. Si vous y... Maintenant, parce que donc, on a eu à échanger avec par exemple, plusieurs personnes, notamment M. Konaté et aussi les gars de l'ADEC, vraiment avec direction des changements climatiques, notamment sur ce que fait l'ADEME. L'ADEME, depuis 2012, intervient dans ce qui est changement climatique et adaptation, et aussi mesures d'adaptation, notamment à travers le projet donc, qui a été fait. Donc, avant même le projet, il y avait le précole qui a beaucoup travaillé, notamment en termes de mesures d'adaptation, notamment dans plusieurs villes qui étaient touchées, notamment Ziguinchor, même une partie de Ngor, Yoff.
Après, donc, il y a le projet qui a pu le relier, donc, même de réduire les risques d'inondation dans plusieurs zones urbaines de Dakar. Donc, en plus, l'ADEME, dans sa stratégie même du projet, c'était de passer à la gestion des crises, à une planification urbaine préventive intégrant la durabilité et les risques climatiques. Donc, c'était ça. Donc, il fallait complètement passer à la gestion des crises. Parce qu'à un moment, la gestion des inondations, c'était une gestion de crise. Donc, le projet a demandé à poursuivre, donc, à passer à une planification urbaine pour aller même à une durabilité aussi, à une meilleure ville résiliente. Donc, dans ce cadre-là, énormément de documents ont été produits, donc, notamment en termes de gestion de connaissances, données en termes de capitalisation aussi de données de connaissances. À mon avis, il faut que le projet puisse capitaliser énormément sur ces données-là qui existaient, parce que l'ADEME a produit énormément de données, donc, en termes d'adaptation, de changement climatique et aussi même sur les risques d'inondation dans plusieurs villes et aussi même dans le temps du Sénégal. Donc, il y a aussi un énorme travail qui est en train d'être fait, qui a été fait depuis presque 2012, ça se poursuit avec les universités, notamment une plateforme de gestion de connaissances. Notamment, on a même fait des modules de formation même au niveau de plusieurs universités, notamment l'Université Saint-Louis, Dakar, pour qu'on puisse même intervenir en termes de connaissances pour les étudiants, les futurs étudiants qui sont là en termes de risque d'inondation et aussi de changement climatique. Donc, je vous demande même en termes de recommandations, donc ce document-là, pas encore bien le défi, de prendre en compte les défis liés à la durabilité urbaine dans nos villes. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas seulement de prendre la vulnérabilité, mais les défis, c'est important. Parce que nos villes-là, il n'y a pas seulement en termes de vulnérabilité, mais il y a aussi quelles sont les... La fréquence des inondations sur la période 2031-2036. Vous savez que le Sénégal, par la direction des parcs nationaux, qui est le point focal de la biodiversité, le Sénégal s'est engagé dans l'agenda mondial de la biodiversité, tenu à Comé-Montréal, qui vise à protéger 30% de l'espace terrestre et maritime. Et cet agenda, c'est en 2030. Donc ça veut dire qu'au moment où les inondations risquent de créer des problèmes, comme l'a dit Mme Madeleine, des risques extrêmes, ça va coïncider au moment où le Sénégal va aussi classer 30% de son espace terrestre. Et nous savons tous que des inondations créent d'inondables problèmes dans le secteur de la conservation. Notamment, les inondations détruisent les habitats. Parce que quand l'eau stagne quelque part pendant longtemps, il y a des végétaux qui peuvent périr à cause de ça. Donc ça, c'est une des conséquences. Les inondations aussi créent des conséquences sur la faune. Parce qu'au moment où les inondations arrivent, des fois, il y a des espèces qui sont en reproduction. Et souvent, les œufs et les juvéniles sont entraînés par les eaux. Les inondations créent aussi des problèmes de santé parce que la présence, la stagnation des eaux crée aussi certains vecteurs qui trouvent dans les eaux stagnantes des habitats favorables pour leur développement. Par exemple, les moustiques. Nous venons de vivre la période de la fièvre de la vallée du Rift. Et vous savez aussi, il y a certaines zoonoses aussi, telles que la grippe aviaire aussi, qui peuvent aussi se développer en cas de persistance des inondations. Donc, mais par contre, vu tout cela, nous avons vu qu'au niveau des impacts des inondations, les dommages liés à la conservation, on n'a affecté que 1%. Imaginons que dès 2030, on aura 30% du territoire national et 30% de l'espace maritime sénégalais qui seront concernés par la conservation. Et tous les dommages qui peuvent être affectés par 30% de l'espace du territoire national, avec toute la biodiversité qui peut être affectée par les inondations, nous pensons que 1%, on pourrait vraiment revoir ça. Merci. Une partie de mes préoccupations étaient donc prises en compte par Mme Madeleine. C'est justement en termes donc de communication et de sensibilisation parce que nous sommes dans ce secteur. Je suis journaliste et spécialisé donc sur les questions rose climat.
Et je veux juste revenir un peu sur un aspect qui me semble important, c'est juste l'articulation entre PNA assainissement avec les infrastructures, parce que vous êtes sans savoir qu'également avec l'architecture gouvernementale qui a été un peu changée, avec tous les commissions ou bien les départements chargés de construction qui seront logés au niveau de ces structures. Je n'ai pas encore vu dans cette présentation cet aspect quand on parle de redimensionnement des infrastructures, parce que là, une grande partie, on a constaté sur le terrain que la majeure partie des inondations est due aux canaux, aux ouvrages de drainage. Et jusque-là, sur cette présentation, je n'ai pas vu l'articulation entre PNA assainissement, autant inondation, autant pour moi, et également les infrastructures qu'on est en train de faire. Parce qu'aussi, l'État est en train de se projeter sur de grands travaux. Est-ce que, en termes de planification, ça a été pris en compte? Et également, est-ce qu'il y a un projet ou bien un renouvellement des ouvrages qui existent déjà, qui me semblent vétustes pour pouvoir gérer cet aspect? Je vous remercie. Je voulais juste ajouter également une autre question, en termes de rejet, parce qu'on a évoqué également que cette eau, sur l'économie circulaire de l'eau, le rejet, est-ce que cette planification, ce PNA prend en compte également les normes de rejet, parce que la plupart des eaux, on peut dire des inondations qui sont stockées, sont souvent chargées. Et la réutilisation pourrait également peut-être impacter un peu la biodiversité, comme le cas au niveau de la grande technopole de Pékin ou dans d'autres localités où les gens utilisent l'eau de pluie non traitée pour l'agriculture ou autre chose. C'est différent, si vous voulez, travaux que nous avons effectués ensemble il y a des années, depuis je crois 2023. On a été impliqués dans l'élaboration de ces documents, et vraiment ça a été une élaboration carrément participative. On peut témoigner par rapport à cette approche qui est pour nous une approche remarquable. Au-delà de ça, j'avais des observations, deux qui sont d'ordre général et des observations aussi d'ordre spécifique qui portent sur le document que vous avez partagé. D'abord, l'observation générale, la première, c'est surtout attirer l'attention sur la mise en cohérence des différents programmes, projets qui sont dans la gestion du risque. Le ministère a une connaissance de ces travaux, de ces actions, mais il faudrait, et je compte proposer cela à mon ami M. Konaté, si on peut même avoir une note technique, voire même un document de mise en cohérence sur 5 ans des différentes interventions et des programmes et projets dans la gestion de ce risque d'inondation. Il y a l'ADM qui fait beaucoup de choses. L'ONAS est en train également de s'inscrire dans la même dynamique, surtout dans les zones d'extension du plan directeur. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites, on s'en félicite, mais il faudrait une mise en cohérence de ces interventions, sinon il y aura des risques de duplicité d'énergie dans certaines zones ou même certaines incohérences dans les interventions. La deuxième observation qui est également d'ordre général, c'est une implication beaucoup plus effective des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'il y en a dans une certaine mesure, mais je suis peut-être utopique ou trop optimiste, mais aller jusqu'à même dans la budgétisation, créer des rubriques dédiées aux collectivités territoriales, c'est-à-dire avec des fonds qui seront donnés. En l'occurrence, Mme Diana Osso et M. Amadou Konaté. Remercier aussi tous les acteurs ou les partenaires qui nous ont permis de suivre tout ce processus depuis 2020 jusqu'à nos jours, en nous permettant d'élaborer ce PNA et en renforçant nos capacités dans tout ce qui est changement climatique, adaptation et résilience.
Je voudrais tout simplement attirer l'attention sur la durabilité des infrastructures que Konaté a présentées tout à l'heure. Parce qu'en gestion des inondations, on a l'habitude de séparer actuellement nos ouvrages de drainage des eaux pluviales et des eaux usées. Mais ce qu'on constate au niveau surtout de la banlieue, c'est que les populations prennent ces ouvrages de drainage des eaux pluviales, ils connectent leurs fosses septiques. Ça provoque déjà un problème parce que ces ouvrages ne sont pas dimensionnés pour prendre en compte les eaux usées. On parle de la réutilisation de ces eaux par les agriculteurs. C'est des eaux qui sont déjà polluées. Au fur et à mesure, si on n'entretient pas ces ouvrages, il y aura un dépôt de la boue de vidange tout au long de ces ouvrages-là. Donc, dans le cadre de ce prisme-là, il faudra non seulement prendre en compte le problème des eaux pluviales, mais penser à la prise en compte des eaux usées pour d'autres ouvrages d'assainissement. Vous me permettrez, monsieur le directeur de cabinet, de faire un plaidoyer par rapport à la présentation de Dieynaba. Dans sa présentation, j'ai vu qu'il y a 4 programmes qui sont déclinés, notamment le programme de protection du littoral. Habitant dans une zone insulaire, je voudrais faire un plaidoyer pour ma localité qui est menacée par l'érosion côtière, qui est l'île de Dionewar. On perd pratiquement 10 à 15 mètres de terre ces 5 dernières années. Il y avait une maison qui était à 200 mètres de la côte. Actuellement, cette maison est dans l'eau. Donc, vous voyez la vulnérabilité de cette zone. Ce n'est pas seulement Dionewar qui est menacé, c'est toutes les îles du Saloum, mais particulièrement Dionewar est l'île la plus exposée. Je vous remercie. Qui est au second plan, parce qu'on est dans des espaces artificialisés. Par exemple, au début du siècle, dans les années 1900 jusqu'en 1930, on avait 70 à 80% d'infiltration. Là, aujourd'hui, est 20% de ruissellement. Aujourd'hui, ce pourcentage s'est inversé, ce rapport, ce ratio. Donc aujourd'hui, presque ça n'impacte pas beaucoup dans la gestion des eaux pluviales, parce qu'on a très peu d'infiltration qui se fait. J'avais une question aussi sur, je pense, les aspects entre les inondations et la gestion des aires protégées. Je pense que récemment, le ministre de l'Hydraulique a effectué une visite en compagnie du ministre de l'Environnement pour aller voir un peu les lacs du Nord, pour voir comment mieux intégrer ces espaces-là dans la gestion des eaux pluviales. Relativement sur la forêt de Mbao, je pense que la question qui se posait depuis 5 ans, c'est un espace qui recevait très peu d'eau. Il y avait eu des plantations d'arbres dans les années 80. Qui ne sont pas des arbres qui consomment beaucoup d'eau. Et aujourd'hui, avec le retour des précipitations, on est en face à l'eau qui reprend sa place dans la forêt de Mbao. Donc c'est ensemble que nous devons voir comment trouver des espèces qui vont résister dans ces aires-là. Sur le PRIS, je pense qu'on a fait exprès, on a plus de 37 slides, on a fait 7 slides sur le PRIS. Donc je pense que le ratio est, on a fait 30 sur le PNA. Donc je pense qu'on a laissé une grande place au PNA. Et je pense aussi qu'on a un peu hésité sur le fait de présenter le PNA, le PRIS dans le PNA. Mais aujourd'hui aussi, je pense que c'est une question on peut avoir des avis divergents, mais dans les propos introductifs, on a senti déjà l'appel de l'autorité disant qu'il faut vraiment penser à mettre les actions. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas ce PRIS-là, on serait obligé d'aller voir comment mettre en place les options retenues. Je pense que c'est une manière, c'est un projet. On l'a fait avec le ministère de la coopération qui répond à tous les critères. Parce qu'aujourd'hui, la grille qui a été présentée d'évaluation des options, ce sont ces grilles qui sont utilisées dans multicritères pour l'adaptation au changement climatique. Mais le ministère de la coopération, la DGPE, a un template modèle où vraiment avec des grilles d'évaluation spécifiques, notées sur 100 points, et vous devez répondre à tous les critères. Je pense que le projet bénéficie d'un cutus. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à la faisabilité ou à
à la robustesse même du projet. Et que ça a été fait, ça n'a pas été fait, professeur, rassurez-vous, je ne me sens pas seul, surtout en cette période de fête de fin d'année. J'ai dit, attends, cette période de fin d'année, on est seul. Et aujourd'hui, je salue M. le SG, secrétaire général, nous remercions vraiment l'ensemble des parties prenantes, surtout les membres du comité technique. Le doyen Antoine le disait tout à l'heure, dès que j'ai vu l'invitation, je me suis dit, c'est le secteur des inondations, il faut que j'y aille. En charge des inondations, ça y est le ministère, en charge de l'hydraulique et de l'assainissement. Je pense que la question climatique est maintenant prise en charge par ce secteur et nous en félicitons. Donc nous avons un partenariat depuis 2015. Donc, mais je voulais insister sur une chose. C'est que le processus des PNA, c'est un processus standardisé par les Nations Unies. Donc c'est vraiment ce que Dieynaba a montré. Il y a plusieurs étapes. Et l'information scientifique est fondamentale. Et derrière ce processus également, insister sur les données climatiques dont il a parlé. Je pense que c'est ça qui gouverne, hein, toute la modélisation derrière. Et également des projections qui sont faites sur le futur. C'est tout ce qui est fait avec le laboratoire physique de l'atmosphère, l'ANACIM, en tout cas pour nous permettre de dire quel est le futur auquel nous sommes dédiés. Et je tiens à le dire, le rapport montre clairement que dans ce qu'on a, c'est qu'à partir de 2030 jusqu'en 2050, on a des forts risques d'événements davantage plus sévères. Donc, terminer par des remerciements, remercier l'ensemble du comité technique, remercier à la fois les agents du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement et les ministères de l'environnement et de la transition écologique, remercier l'ensemble des partenaires institutionnels, notamment les partenaires techniques et financiers, la FAO, le PNUD, le Fonds mondial pour l'environnement, remercier le COMNAC et remercier globalement l'ensemble des personnes qui nous ont accompagnés dans ce processus d'élaboration du plan national d'adaptation du secteur de la gestion des risques de catastrophes axés sur les inondations. Sur ce, donc, on peut considérer que la validation du document de plan national d'adaptation du secteur de la gestion des risques et catastrophes axés sur les inondations, que ce document donc est validé.